Merci, Madame la secrétaire parlementaire. L'Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. Mesdames et Messieurs les députés, comme vous l'aurez remarqué, à l'appel de son nom, un voile de silence est abattu sur l'hémicycle. Notre collègue, l'honorable Ouédraogo Claudine, n'a pas répondu à l'appel de son nom, comme elle avait pris l'habitude de le faire depuis la validation de son mandat le 22 janvier 2021. Sa voix, nous ne l'entendrons plus jamais. Cette voix qui dénotait la combativité d'une femme politique, cette voix qui dénotait l'engagement d'une militante, cette voix qui dénotait la fidélité d'une amie, cette voix qui dénotait la générosité d'une mère, oui, cette voix s'est éteinte à jamais, à la surprise totale. Le 9 février dernier, alors qu'elle effectuait ses premiers pas dans les travées de l'hémicycle, nous lui avons accordé notre confiance en la désignant 8e secrétaire parlementaire. Une responsabilité qu'elle a acceptée volontiers, dans l'espoir de servir notre institution avec la loyauté et le dévouement qu'on lui a toujours connus. Inscrite comme membre de la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger KEBE, elle s'était engagée à mettre son dynamisme et son tact à la disposition de notre Parlement dans ses missions de voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale. Hélas, le sort en a décidé autrement ce lundi 1er mars 2021. 2 petites heures seulement après que j'ai appris qu'elle était admise aux urgences de l'hôpital Yalegdo. Avec les 4 autres députés femmes de la 8e législature, les 14 autres députés femmes de la 8e législature, l'honorable Ouédraogo Claudine représentait le symbole par et avec lequel le vent du genre politique commençait à souffler sur l'Assemblée nationale. Claudine s'en est allée, discrètement comme s'en va la rosée, dès les premières lueurs du soleil. Mais nous garderons en mémoire son ardeur au travail, qui allait de pair avec un amour profond de la nation. La tristesse et l'émoi qui se lisaient sur les visages des collègues hier à la cérémonie d'hommage que nous lui avons destinée témoignent de notre compassion et de notre solidarité. À sa famille, ses parents et tous ses proches, j'exprime notre profonde tristesse et notre solidarité dans l'épreuve qu'il traverse. Alors, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de notre collègue regretté Ouédraogo Claudine. Je vous remercie. Ceci étant, présent, je m'en vais vous lire quelques annonces. Par lettre en date du 19 et 22 février 2021, Messieurs,
Meda Nicolas, élu député sur la liste électorale du parti Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP dans la province du Yoba Sud-Ouest, et Yamwego Urbain Yuregma, élu député sur la liste électorale du même parti dans la province du Boulkemde Centre-Ouest, m'ont annoncé leur démission de l'Assemblée nationale. Par conséquent, les sièges de députés qu'ils occupaient sont devenus vacants. Il a été alors fait appel à Mesdames Yen, Somda Anne-Marie Christine et Ouedraogo Gansonre Eugénie, première suppléante sur les listes provinciales des candidatures du Parti Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, dans ces circonscriptions électorales, conformément aux dispositions de l'article 160 du Code électoral. Nous allons procéder à la validation de leur mandat, qui se fera par acclamation de l'ensemble des députés, conformément à l'article 6 de notre règlement. Ainsi, à l'appel de votre nom, vous allez vous mettre debout pour faire valider votre mandat. Madame Yen Somda Anne-Marie Christine. Alors, à partir de cet instant précis, vous êtes devenue une élue nationale, une représentante de la nation burkinabé. Félicitations à vous, vous pouvez vous asseoir. Madame Ouedraogo Gansonre Eugénie. Alors, merci. Vous pouvez vous asseoir. Comme je le disais tantôt, vous également, vous êtes devenus c'est ce genre de suppléance que nous voulons, à partir des démissions, mais pas des suppléances par le décès. Merci. Je vous donne toutes mes félicitations. Vous êtes désormais investis d'une mission à vous confier par le peuple. Je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de cette mission. Mesdames et messieurs, les députés sont informés qu'il a été mis à leur disposition auprès des présidents des groupes parlementaires les comptes rendus analytiques des séances plénières de lundi 28 décembre 2020, vendredi 22 janvier, jeudi 4 et mardi 9 février 2021. En application des dispositions de l'article 64, alinéa 4 de notre règlement, ces comptes rendus analytiques sont considérés comme adoptés. Ils seront publiés et mis en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, je vous informe que les députés ci-après ont démissionné de leurs fonctions précédentes en raison de l'incompatibilité qu'il y a entre celle-ci et le mandat de député. Il s'agit de M. Sinare Al-Hassan, précédemment secrétaire permanent de la Conférence nationale de la décentralisation. M. Ouedraogo R. Pierre, précédemment chargé de mission du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. M. Serré Jean-Gabriel, précédemment directeur de l'administration des finances du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Madame Boni Nia Désiré Marie Chantal, précédemment secrétaire général de la présidence du FASO. Monsieur Nabaloum Fousseni, précédemment inspecteur des impôts. Messieurs les députés, mesdames et messieurs les députés, la conférence des présidents réunie le mardi 2 mars 2021 a établi pour notre session un projet d'ordre du jour. Ce projet d'ordre du jour a été mis à votre disposition
par les services législatifs. Il est soumis au vote de l'Assemblée nationale. Au terme de l'article 62, alinéa 5 de notre règlement, au début de la séance suivant la réunion de la conférence, le président soumet le projet d'ordre du jour à l'Assemblée nationale qui se prononce sur l'ensemble du dit projet. Aucun amendement n'est recevable. En cas de vote, seuls peuvent intervenir le gouvernement et pour une explication de vote de 5 minutes au maximum, les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assisté à la conférence ainsi qu'un orateur par groupe. Alors je donne la parole tout d'abord au gouvernement pour d'éventuelles observations. Je vous remercie. Les présidents de commission générale souhaitent-ils intervenir pour donner des explications de vote? Je remercie les présidents. J'invite enfin les groupes parlementaires qui le souhaitent à prendre la parole pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Sans objet, je vous remercie. L'ordre du jour de la première session ordinaire de l'Assemblée de l'année 2021 est adopté. Il en est ainsi décidé. Les commissions générales affectataires de dossiers sont priées d'établir leur programme de travail qui sera communiqué au gouvernement pour informer les ministres concernés par les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs les députés, la séance de cet après-midi sera marquée par le discours d'ouverture de notre première session ordinaire de l'année 2021 et les messages des présidents de parlement de pays frères qui nous font l'amitié de rehausser par leur présence dans cet hémicycle l'éclat de cette cérémonie. Avant de prononcer mon discours, je vous annonce la présence à l'hémicycle de nos illustres invités. Il s'agit de M. Vlavonou Louis, président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin. Il est accompagné de ses collaborateurs. Donc, je souhaite que vous puissiez vous mettre debout pour que... En réalité, le nom complet, c'est Béounou Louis Vlavonou. À la suite de M. Vlavonou, je vous annonce M. Malik Diaw, président du Conseil national de la transition de la République du Mali. Il est accompagné par une forte délégation. Je voudrais demander aux deux délégations de pouvoir se mettre debout pour qu'on puisse... Sans me tromper, je pense que Madame est la 5e vice-présidente du Conseil national de la transition du Mali. En tout cas, félicitations à vous, félicitations aux autres. Alors, en attendant de donner la parole à chacun des présidents d'assemblée de ces pays, frères et amis, je m'en vais vous livrer à présent le discours d'ouverture. Afin de ne pas perturber la suite de notre cérémonie, je demanderai à tous ceux qui sont dans l'hémicycle de pouvoir mettre leur portable sous silencieux. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin, Excellences, Monsieur le Président du Conseil national de la transition de la République du Mali, Monsieur le chef de file de l'opposition politique, Honorable Arsène Boyensa Yé, ancien président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, président de commission générale et président du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, honorables députés, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs.
Mes chers collègues députés, en ces instants solennels de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 de notre Assemblée nationale, vous m'autorisez sans nul doute à entamer mon discours par des invocations dont le caractère singulier se rapporte au cachet tout aussi particulier que revêt la cérémonie de cet après-midi. En effet, après la validation des mandats des députés issus des législatives du 22 novembre 2020 et de l'élection du président de l'Assemblée nationale, l'ordonnancement de l'architecture institutionnelle de la 8e législature s'est poursuivi avec, entre autres, l'adoption du règlement de l'Assemblée nationale, la mise en place des groupes parlementaires et des commissions générales et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Certes, le 4 février 2021, nous nous sommes déjà réunis en plénière à l'occasion de la déclaration de politique générale du Premier ministre, Son Excellence M. Christophe Joseph Marie Dabiri. Mais la spécificité de la plénière de cet après-midi tient en ce qu'elle marque le démarrage véritable de la 8e législature dans ses missions constitutionnelles pour les 5 années à venir. Nous procédons donc, dans une certaine mesure, à un acte fondateur d'un cycle législatif dont l'énormité des défis exige, à l'échelle humaine, dévouement et sacrifice, et à une toute autre échelle, des dispositions dont nous ne sommes pas toujours les maîtres. À l'occasion donc de ce baptême du feu, permettez-moi, au nom de l'Assemblée nationale et de tout le peuple burkinabé, d'introduire ce propos inaugural de la première session de la 8e législature de la 4e République par des hommages. Je voudrais rendre d'abord hommage à Dieu, Allah, entité toute puissante et transcendante, supérieure aux hommes et à la nature. Invoquer le divin au sein d'une institution hautement républicaine comme l'Assemblée nationale, c'est courir le risque d'un procès en atteinte à l'esprit de la laïcité de notre État, tel que consacré par la loi fondamentale. Mais que l'on se rassure, quand bien même nous sommes un État laïque, nous constituons une nation de croyants. Quand bien même nous sommes soumis aux lois de la République nous autorise à puiser dans notre foi religieuse les ressources nécessaires pour la servir. Quand bien même nous sommes les premiers partisans, les premiers artisans du moins de notre destinée, nous demeurons reconnaissants en Dieu. Reconnaissants en Dieu pour sa bienveillante assistance et sa constante protection durant toutes les épreuves auxquelles nous avons été confrontés et toutes celles auxquelles nous sommes encore confrontés aujourd'hui. J'exprime par la même occasion ma gratitude aux responsables religieux, chrétiens et musulmans, ainsi qu'à toute leur communauté de fidèles pour leur intercession auprès du Créateur et pour leurs immenses contributions à la sauvegarde et au renforcement de la cohésion sociale et de la concorde nationale. Ma reconnaissance va également aux illustres gardiens de nos traditions qui, dans le secret des rites initiatiques, entretiennent inlassablement ce lien immatériel entre la communauté des vivants que nous formons et le monde des mânes de nos ancêtres. Je voudrais ensuite rendre un hommage mérité au peuple burkinabé qui a toujours su affronter dans la dignité les soubresauts politiques, sociaux et communautaires et a toujours su privilégier les valeurs de fraternité, de solidarité et de tolérance. Même si toutes ces vertus humaines ont été forgées sur plusieurs siècles de désir de vivre ensemble, force est de reconnaître que l'histoire récente de nos rapports sociaux a montré qu'elles ont leur part de vulnérabilité. Autrement dit,
elles peuvent vaciller et céder momentanément la place à la violence intercommunautaire, à la stigmatisation et au repli identitaire, comme hélas, nous l'avons constaté dans certaines localités du Burkina Faso. C'est pourquoi il est impératif que nous tirions davantage les enseignements de ces épisodes douloureux pour mieux les conjurer dans l'avenir. Et on ne pourra y arriver sans la bénédiction du Tout-Puissant, sans l'assistance de nos ancêtres et sans le peuple par lequel et pour lequel nous sommes là. Vous comprenez pourquoi donc j'ai tenu dès l'entame de mon propos à leur rendre hommage et solliciter par la même occasion leur accompagnement dans nos efforts pour l'édification d'une société de paix, de prospérité et de justice. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Messieurs les présidents d'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Avant de poursuivre, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de saluer et de remercier tous nos invités qui nous font l'honneur et l'amitié d'être parmi nous à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 de notre institution. Je sais que cette présence, au-delà de la représentation nationale, honore notre pays tout entier dans ce contexte de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19. Je voudrais tout particulièrement relever et saluer la présence ès-qualité, amicale et fraternelle de deux personnalités qui, en répondant favorablement à notre invitation, rehaussent l'éclat de cette cérémonie d'ouverture. Suivant l'ordre alphabétique de leurs pays respectifs, je voudrais citer mon frère et aîné, Béounou Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Colonel des douanes à la retraite, au terme d'une brillante carrière sanctionnée par de prestigieux diplômes, dont celui de l'École nationale des douanes de Neuilly-sur-Seine en France, Béounou Louis Vlavonou a occupé plusieurs autres fonctions dans l'administration douanière au Bénin. Son grand attachement à la cause des travailleurs le conduira au syndicalisme où son militantisme acharné lui a valu la confiance de ses collègues qui lui confie le poste stratégique de secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin. Très engagé en politique malgré ses multiples occupations professionnelles, il est successivement membre fondateur du Mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP, de l'Union fait la nation et l'Union progressiste, son parti actuel. Élu député en 2003, il renonce à son siège pour continuer à se consacrer à ses activités syndicales. Réélu en 2007, il entre effectivement à l'Assemblée nationale et réédite l'exploit en 2011 puis en 2015. À l'issue des dernières élections législatives, il est élu président de la 8e législature de l'Assemblée nationale à une majorité écrasante le 17 mai 2019. Président Vlavonou. Président Vlavonou, tout en vous souhaitant un agréable séjour à Ouagadougou, nous vous disons Mikunao, Mibayi Kaka, Atrinambo, pour l'honneur que vous nous faites par votre présence parmi nous. Celle-ci est l'expression des relations fraternelles qui ont toujours uni les peuples burkinabés et béninois. Merci beaucoup. Notre deuxième invité de marque est le colonel Malik Diao, qui nous vient des bords des eaux prestigieuses du Guoliba. Le Guoliba, ce fleuve qui a été témoin d'un des actes fondateurs de la marche de l'Afrique occidentale française vers la souveraineté internationale. Colonel Malik Diao, président du Conseil national de la transition du Mali, je vous dis, Aïdanse Anioula.
Aux Zambiens nés, la valeur n'attend point le nombre des années, nous enseigne un adage bien connu. Mais en ce qui concerne le colonel Diao, je dirais plutôt qu'aux militaires vaillants, le galon n'attend point le nombre des années. Jeune quadragénaire, Malick Diao est déjà colonel des forces armées maliennes. Un grade d'officier supérieur qui ne surprend pas quiconque sait qu'après un prodigieux parcours au Prytanée militaire de Kati, le jeune aspirant intègre brillamment la prestigieuse école militaire de Koulikoro. Intrépide officier d'artillerie sol-sol, à la réputation d'homme de terrain, il participe aux opérations militaires contre les groupes terroristes au nord du Mali. Ses prouesses d'armes lui valent la médaille de mérite militaire. Chef d'état-major de la 3e région militaire de Kati en 2019, le colonel Malick Diao sort de sa grande discrétion à la faveur de l'avènement du Comité national pour le salut du peuple, dont il a été le vice-président. À ce titre, c'est lui qui a conduit les négociations avec les émissaires de la CEDEAO en vue de la levée des sanctions contre le nouveau régime politique de son pays. Depuis le 5 décembre 2020, il est à la tête du Conseil national de la transition CNT, organe en charge, entre autres, de voter les réformes prévues dans le cadre de la transition et de l'organisation des futures élections. Colonel Malick Diao a indiqué pour cette marque d'amitié et agréable séjour à Ouagadougou. Et pour nos deux invités, je voudrais me mettre au garde de vous parce que nous avons cet après-midi 2 colonels, même si l'autre est à la retraite, qui nous font l'amitié et l'honneur de venir au Burkina cet après-midi. Merci à vous et que Dieu vous le rende. Notre gratitude s'adresse également aux membres des 2 délégations qui nous font l'amitié d'être avec nous ce soir, que je venais d'ailleurs de vous présenter. Merci à toutes les 2 délégations. Merci pour cette marque d'amitié. Merci à vous. Ma reconnaissance va aussi à l'endroit de tous ceux qui nous ont toujours témoigné de leur solidarité par leur présence en pareille circonstance à l'hémicycle, mais qui, par respect des mesures barrières, ne sont pas physiquement de nôtre ce soir. Mais je ne doute pas qu'ils nous suivent présentement, grâce à la télé, à la radio et aux autres plateformes d'écoute et de visionnage. Je pense notamment à mesdames et messieurs les présidents d'institutions, à leurs excellences, messieurs les anciens présidents d'Assemblée nationale, à leurs excellences, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, à mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, aux autorités coutumières, religieuses, administratives, militaires et paramilitaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Messieurs les présidents d'Assemblée nationale invités, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie procède de l'application de l'article 87 de notre Constitution qui stipule, je cite, « L'Assemblée nationale se réunit de plein droit chaque année en 2 sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mercredi du mois de mars et la seconde le dernier mercredi du mois de septembre. Elle introduit également à la fois la première rentrée parlementaire de l'année 2021 et la toute première rentrée parlementaire de la 8e législature de la 4e République. À plus d'un titre, il y a comme une similitude déroutante entre les premiers pas à l'hémicycle pour un député et le premier jour de classe pour un élève. Le rituel de la rentrée scolaire est marqué par le fait que l'enfant quitte sa famille pour l'école où il adopte le statut d'élève avec les avantages que cela procure et les devoirs qui vont avec. Il inaugure ainsi un processus de façonnement durant lequel l'élève passera à chaque fois de la sphère privée à la sphère publique
tout en restant lui-même, c'est-à-dire rattaché à une famille spécifique dont tu dois faire la fierté et l'admiration à travers la qualité de ses résultats. Par contre, un peu blanchi, et en l'absence de parents protecteurs et sous les regards encourageants de ses militants et reprobateurs de ses contenteurs, le député naviguera à compter de ce jour entre la sphère privée qui renvoie à sa famille, son parti, ses militants, ses électeurs et la sphère publique qui lui confère le statut de représentant de la nation tout entière, comme l'impose l'article 85 de la Constitution qui dispose que chaque député est le représentant de la nation. Tout mandat impératif est nul. Fin de citation. Par conséquent, bien que désigné par les citoyens d'une circonscription électorale et sur une liste de sa formation politique, le député, une fois installé, est contraint au devoir d'ingratitude à l'égard de son électorat et de sa famille politique. Le pacte électoraliste avec ces derniers ne peut prospérer sous l'empire du mandat représentatif qui gouverne désormais le député. Mais que l'on se comprenne bien. En me permettant cette piqûre de rappel, je ne vous incite pas à couper les ponts avec vos électeurs au moyen de véhicules aux vitres teintées, de numéros de téléphone masqués, de clôtures surélevées et de chiens méchants qui dissuadent tout visiteur. Sinon, vous le savez bien comme moi, les électeurs ont la mémoire vivace et la rancœur tenace. Le parlementarisme de proximité auquel j'appelle de tous mes vœux et qui doit être le leitmotiv de cette 8e législature implique que les élus soient en contact avec leurs concitoyens, tiennent des rencontres publiques, répondent si possible aux multiples sollicitations, qui ne sont pas que financières d'ailleurs, et fassent remonter les préoccupations des citoyens vers les sphères de décision nationale. Si j'ai tenu à invoquer cette disposition constitutionnelle, c'est juste pour rappeler les exigences liées à notre mandat. Le député, une fois installé, ne doit pas être prisonnier des intérêts particuliers, locaux ou catégoriels. Dans l'exercice de sa mission, il ne doit se déterminer que par rapport à sa vision de l'intérêt général. L'intérêt général ne doit pas être compris ici comme un simple concept philosophique ou politique dont usent et abusent les technocrates besogneux et autres charlatans de bons mots, juste pour se donner bonne conscience. Non. Non. L'intérêt général, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui a du sens. C'est quelque chose qui se vit. Quand les lois que nous votons ont un réel impact sur l'autonomisation et la responsabilisation de la femme, alors nous sommes au service de l'intérêt général. Quand les lois que nous votons élargissent l'horizon de l'insertion professionnelle et économique de la jeunesse burkinabé, alors nous sommes au service de l'intérêt général. Quand les lois que nous votons permettent au paysanat burkinabé de vivre dignement et décemment de son labeur, alors nous sommes au service de l'intérêt général. Quand les lois que nous votons ne transigent pas avec les règles de la gouvernance équitable des ressources publiques, alors je vous dis que nous sommes au service de l'intérêt général. Certes, en la matière, l'Assemblée nationale s'est évertuée à être à la hauteur de sa raison d'être, c'est-à-dire représenter le peuple et pour le peuple. Mais assez bon ne suffit pas si ça peut être mieux. Mieux ne suffit pas si ça peut être meilleur. Et tant que ça peut être meilleur, c'est que le devoir n'est pas encore accompli.
le meilleur moyen de servir le peuple étant de lui donner les moyens de se servir lui-même, alors offrons-lui les lois les meilleures dont il a besoin pour être l'artisan de son propre bonheur. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie intervient dans un contexte mondial marqué par la persistance de la pandémie du Covid-19 et dans une situation nationale tout aussi préoccupante au plan sécuritaire. Au plan sanitaire, le Burkina Faso, à l'instar de tous les pays du monde entier, fait face à une recrudescence de la propagation du coronavirus. Permettez-moi, au nom de la représentation nationale, d'exprimer notre compassion et notre solidarité à toutes les familles qui connaissent le deuil, à tous les malades qui souffrent actuellement. J'exprime par la même occasion notre profonde reconnaissance à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour endiguer les assauts du virus et pour sauver des vies en détresse. Je pense notamment aux soignants, à tout le personnel médical et paramédical, à toutes les personnes mobilisées et engagées dans la lutte contre le Covid-19 dans nos villes et campagnes. Par la même occasion, j'exhorte nos populations au respect des consignes de prévention. Se protéger, c'est protéger les autres et inversement. Au plan sécuritaire, après un long moment marqué par la phase éruptive du terrorisme dans notre pays et dont nous portons encore les stigmates au plan humain, économique, social et humanitaire, la résistance nationale suscite de réels motifs de satisfaction et d'espoir. Certes, l'heure de la victoire définitive sur les groupes armés n'a pas encore sonné, mais cette heure viendra. Cette heure viendra parce que le terrorisme n'a jamais d'avenir. Cette heure viendra parce que malgré les drames, les larmes et le sang versé, nous ne concéderons aucune victoire au terrorisme. Cette heure viendra parce que nous ne sommes pas à la hauteur, parce que nous sommes du moins à la hauteur de ce défi qui nous a été imposé. Cette heure viendra parce qu'à chaque fois qu'un Burkinabé est touché, c'est tout le Burkina Faso qui se dresse. Cet optimisme sur l'issue de la lutte contre le terrorisme, nous le devons à nos militaires, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts et aux gardes de sécurité pénitentiaire, dont le serment pour la défense de la nation n'a jamais été trahi, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quel que soit le danger et quel que soit l'ennemi. Cet optimisme, nous le devons aussi à nos volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dont le précieux concours dans la lutte contre l'insécurité se traduit aujourd'hui par un retour progressif des déplacés internes dans certaines localités. Au plan politique, cette session inaugurale de la 8e législature s'ouvre au moment où le chef de l'État, Son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, entame son second quinquennat à la magistrature suprême de notre pays. Une fois de plus, au nom de l'Assemblée nationale et au mien propre, je lui renouvelle toutes mes sincères félicitations pour cette réélection, signe de l'adhésion du peuple burkinabé à la vision qu'il porte pour son pays. Je lui réitère, par la même occasion, les vœux de succès du Parlement dans la mise en œuvre de son projet de société. Comme on le sait, le Parlement est une institution destinée par la Constitution à se prononcer sur les mesures de politique publique. Alors, je voudrais rassurer le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement que dans sa mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale mettra un point d'honneur sur sa part de contribution à l'œuvre collective d'éducation, d'édification d'une société fondée sur la richesse de l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les présidents des parlements frères, honorables députés, Mesdames et Messieurs,
Parmi les grands engagements du président du Faso pour les 5 années à venir figure la question de la réconciliation nationale, à laquelle il a consacré un ministère. Les débats qu'elle suscite déjà au sein de la classe politique, en particulier au sein de l'opinion publique en général, montrent que la réconciliation est une démarche collective douloureuse. Quand bien même dans sa finalité, elle vise la concorde nationale, la réconciliation n'est pas chose gagnée d'avance. Mais la seule chose dont on est sûr de ne pas réussir, c'est celle qu'on n'affronte pas. Le principal écueil de sa mise en œuvre se présente sous la forme d'un double obstacle épistémologique. D'un côté, la méconnaissance ou la négation pour certains de l'existence d'un différend qui nécessite que les Burkinabés se réconcilient, et de l'autre, le rejet de toute idée de réconciliation qui ne commencerait pas par la vérité et la justice. Le sujet est sensible et complexe. Il éprouve les capacités séculaires de notre peuple à se surpasser et met chacun d'entre nous au défi. Mais la problématique de la réconciliation nationale est digne de nous et à la hauteur de notre vision commune, celle de bâtir à jamais la nation burkinabé. Un certain passé nous divise, certes, mais le futur peut et doit nous rassembler. Réaliser la réconciliation nationale sera le ciment de notre unité, le levain de notre progrès, le glaive, la balance et le bandeau de notre justice pour le bonheur de notre peuple, pour le bonheur du Burkina Faso tout entier. Distingués invités, mesdames et messieurs, la 7e législature que j'ai eu l'honneur de présider à la suite de mon prédécesseur, feu Dr Salifou Diallo, s'est employé à réhabiliter l'image de l'institution parlementaire et celle du député. Elle a voulu que d'ici 2020, l'Assemblée nationale du Burkina Faso soit une institution forte, moderne, innovante, accessible et au service des populations. Comme cela, d'ailleurs, est indiqué dans son plan stratégique. La mise en œuvre de ce plan stratégique a été possible grâce à l'accompagnement de partenaires techniques et financiers. Permettez-moi donc de leur réitérer les remerciements de la représentation nationale. Dans l'attente que l'évaluation du plan stratégique 2016-2020 nous en dise un peu plus sur les résultats atteints, je peux affirmer sans fausse modestie que de nombreux jalons ont été posés. Honorables députés, distingués invités, la 7e législature a vu notre Parlement honoré par la présidence de 3 parlements communautaires. Il s'agit de l'Union parlementaire africaine, UPA, du Comité interparlementaire G5 Sahel, CIP G5 Sahel, et de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, UPCI. En rappel, notre mandat à la présidence de l'UPCI court toujours, en principe, jusqu'en juin de cette année 2021. Toujours au cours de cette même législature qui s'est achevée, notre Parlement a fièrement porté la voix du Burkina Faso au sein des organisations interparlementaires dont il est membre. Nous avons saisi l'occasion de notre mandat à la tête de ces instances communautaires pour initier ou proposer des réformes en vue de les rendre plus dynamiques et plus au service des peuples qu'elles représentent. Notre pays, durant la 7e législature, a également abrité avec succès et dans un contexte sécuritaire difficile des rencontres d'envergure internationale. Je vais citer entre autres la 40e conférence de l'UPA, la conférence régionale du CIP G5 Sahel et la première réunion de son bureau, la 15e conférence de l'UPCI,
la première assemblée plénière du CIP G5 Sahel et la 11e conférence des présidents d'assemblée de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Au cours de cette 8e législature, j'entends donner une nouvelle impulsion à la diplomatie parlementaire versus parlementarisme de développement et de proximité dans un nouveau contexte marqué par la pandémie du Covid-19 en renforçant la crédibilité de notre pays au sein des parlements. Pour ce faire, j'invite l'ensemble des députés qui représenteront notre institution dans ces parlements communautaires à travailler en bonne intelligence avec la direction en charge de la coopération en vue de marquer positivement la présence de notre Parlement sur la scène internationale pour le rayonnement de notre pays. Honorables députés, dans toutes les démocraties du monde entier, et encore plus dans les autres formes d'organisation du pouvoir politique, les institutions publiques font face à une crise de confiance qui est devenue, si j'ose le parallèle, une pandémie qui ronge insidieusement le tissu social. Et les parlements n'en sont pas épargnés. Bien au contraire, ils sont devenus le souffre-douleur de cette mondialisation dont les peuples attendent. Attendent et attendent encore les vertus sociales tant vantées. Face à cette situation de crise de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics, nous devons chaque jour nous demander quelle perception les Burkinabés ont de leur Parlement. Cette question, elle doit nous habiter à chaque fois que nous épinglons fièrement le macaron de député sur notre poitrine. Cette question, nous devons nous la poser à chaque fois que nous initions une proposition de loi. Cette question, nous devons nous la poser à chaque fois que nous examinons un projet de loi. Cette question, nous devons nous la poser à chaque fois que nous conduisons une mission d'enquête parlementaire ou une mission d'information. Cette question, elle doit gouverner notre rapport aux citoyens. Et c'est à cette nécessaire introspection, à cette nécessaire remise en cause permanente, individuelle et collective, que j'invite chacune et chacun de nous, de la majorité comme de l'opposition. Nous devons avoir le courage de nous interroger, d'interroger nos pratiques, d'interroger nos procédures parlementaires, d'interroger la portée des lois sur le quotidien de nos compatriotes, d'interroger nos règlements. Tout cela appelle à des réformes nécessaires et urgentes, comme celle adoptée dans le nouveau règlement de notre Assemblée nationale. Je sais que toutes les législatures qui se sont succédées dans l'histoire politique de notre pays se sont attachées à davantage de transparence, à davantage de proximité et à davantage d'écoute. Mais il reste encore beaucoup à faire pour rendre notre travail quotidien plus efficace et pour réhabiliter l'image du Parlement en légiférant autrement et efficacement afin d'offrir aux Burkinabés le Parlement qu'ils attendent, le Parlement dont ils sont dignes, le Parlement auquel tous se reconnaissent. C'est le seul moyen pour convaincre le peuple que la représentation nationale n'est pas un accessoire dépassé, mais plutôt une nécessité de la démocratie, de la citoyenneté et de la République. Honorables parlementaires, la session qui s'ouvre promet d'être surchargée. Après avoir fini de mettre en place les organes dirigeants de cette première année de la 8e législature, et en même temps que nous serons occupés à examiner les projets de loi inscrits à l'ordre du jour, nous devrons nous pencher sur les questions d'organisation et de planification domestique. L'élaboration par une approche inclusive et participative d'un nouveau plan stratégique 2022-2024 et la recherche de nouveaux partenaires techniques et financiers s'impose comme une priorité absolue. Dans le même temps, nous devons élaborer et adopter le règlement financier et comptable, le manuel de procédure ainsi que le règlement administratif de l'Assemblée nationale.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la première session de l'année dite session des lois sera consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi parmi lesquels le projet de loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le projet de loi portant loi d'orientation du tourisme au Burkina Faso, le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État, le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés, le projet de loi portant modification de la loi numéro 001-2016 AN du 24 mars 2016 portant création d'une commission nationale des droits humains, le projet de loi portant modification de la loi numéro 022-2014 AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. Distingués invités, dans 5 jours, le Burkina Faso, à l'instar de plusieurs nations du monde, célébrera la Journée internationale de la femme sous le thème « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». La pertinence de cette thématique tient surtout au fait qu'elle renvoie nos sociétés à leurs propres contradictions. En effet, alors qu'il est établi que la femme est une actrice majeure de l'économie, elle demeure paradoxalement dans la nuit des temps, depuis la nuit des temps, la parente pauvre du droit de propriété des moyens de production, et de nos jours, son accès aux outils numériques reste très marginal. Alors que sous nos tropiques, l'on dénonce à longueur de journée la fracture numérique sans cesse grandissante entre les États du Sud et ceux du Nord, on parle peu de cette autre fracture numérique qui sépare l'homme de la femme. Il faut veiller donc à ce que la célébration de ce 8 mars débouche sur des recommandations fortes qui tendent à responsabiliser davantage la femme. Le capitaine Thomas Sankara, féministe avant l'heure, ne disait-il pas, je cite, « La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme ». Alors, je souhaite bonne fête à toutes les femmes du Burkina Faso et j'exprime ma solidarité à toutes celles qui vivent encore les difficiles conditions de personnes déplacées. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Messieurs les présidents d'Assemblée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés distingués invités, Mesdames et Messieurs, avec votre permission, je voudrais achever mon propos comme je l'ai commencé par l'invocation de Dieu. En cette période de carême, temps consacré à la préparation et à la commémoration de la passion et de la résurrection du Christ, je nourris une pensée pieuse pour les fidèles catholiques qui observeront durant 40 jours une période d'approfondissement, de dévotion et de détachement matériel. Puisse Dieu, durant ce temps liturgique, raffermir leur foi, entendre leurs prières, les combler de ses grâces et inonder la nation entière de ses bienfaits. C'est sur cette note d'imploration que je déclare ouverte la première session ordinaire de l'année 2021 de la 8e législature. Bon et fructueux mandat à toutes et à tous. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.